Je vais appeler Monsef Jaziri, qui nous vient de Lausanne, qui est professeur spécialiste de la Libye à l'Institut d'études politiques et internationales de l'Université de Lausanne, et qui va nous parler de ce thème, risques et conséquences de l'interventionnisme turc en Libye, précisément, partition à la chypriote ou embrasement à la syrienne. Je vous demanderai impérativement, s'il vous plaît, de regarder votre montre régulièrement. Bien. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux d'être devant vous et de vous parler un petit peu de la Libye, parce qu'en réalité, on ne peut pas dire grand-chose en 15 ou 20 minutes. Je voudrais d'abord remercier notre ami M. Haddad d'avoir organisé ce colloque concernant justement la dérive panislamiste et néo-ottomane d'Erdogan. Je pense que c'est un sujet d'une très grande importance pour la Libye, bien entendu, et pour le Maghreb aussi. C'est le domaine que je connais, sur lequel je peux parler avec une certaine autorité. Je voudrais, avant de parler de la Libye, faire 2 ou 3 remarques. La première concernant l'intitulé du colloque et en particulier la notion de dérive. La notion de dérive signifie qu'on prend un chemin différent de celui qu'on voulait prendre, et puis que dans la notion de dérive, il y a l'idée qu'on se laisse entraîner dans des voies qu'on n'a pas forcément choisies. Je ne suis pas certain qu'il y ait une dérive islamiste d'Erdogan. Il y a un projet d'Erdogan qui est très clair, et il le suit avec des moments d'avancée et des moments où il arrête son avancée, mais enfin, il n'y a pas à proprement parler de dérive, et c'est probablement une notion qu'il faudra en tout cas discuter. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est qu'on ne peut pas parler des rapports entre la Turquie, en l'occurrence, et la Libye, sans tenir compte, bien entendu, du rôle du Qatar. Je ne vais pas en parler ici parce que c'est pas possible, et sans tenir compte du rôle des États-Unis. Parce que, pour le moment, les Américains ne se sont pas déterminés du tout par rapport à l'intervention turque en Libye. On ne sait pas exactement ce qu'ils pensent, en fait. Ni l'OTAN non plus. Et j'aurais tendance à penser qu'il n'est pas impossible que les États-Unis et l'OTAN seraient d'avis que l'intervention turque en Libye serait peut-être utile. En tout cas, la question se pose. La dernière remarque, c'est concernant la question de la prospective. Alors je pense que c'est un exercice nécessaire que de se projeter dans l'avenir et d'essayer de voir ce qui peut devenir et ce qui peut arriver. Et en même temps, c'est un exercice un peu délicat qui est le mien en l'occurrence, parce que il s'agit de savoir s'il y a ou s'il y aurait une partition de la Libye à la chypriote ou un embrasement à la syrienne. Alors, avant d'essayer de répondre à cette question, très rapidement un bilan de la situation en Libye. Ensuite, j'essayerai, dans la mesure du possible et dans le temps qui m'est imparti, de répondre à la question. D'abord, la situation en Libye, en rapport, bien entendu, avec la Turquie, parce qu'autrement, il faudra beaucoup plus de temps pour parler vraiment de la Libye. Alors, rappelons d'abord que, et ça a été, je crois, dit par les uns ou par les autres, la Turquie, en effet, ça c'est un point qui n'est pas sans intérêt, au fond, parce que la Turquie, vous le savez peut-être, en mars 2011,
était opposé à l'intervention de l'OTAN en Libye. On l'oublie, ça. En mars. Et en mai 2011, elle a changé d'avis. D'ailleurs, elle n'est pas la seule. Entre parenthèses, l'Allemagne était opposée à l'intervention en Libye. Et c'est lorsque Mme Merkel a fait le voyage aux États-Unis, et elle a discuté avec M. Obama, qu'elle est revenue avec un point de vue tout à fait différent. Donc, en tout cas, la Turquie était dans un premier temps opposée à l'intervention, ensuite elle a changé d'avis. Pourquoi était-elle opposée à l'intervention? C'est parce qu'elle avait des énormes intérêts en Libye et qu'elle considérait que cette intervention mettait en danger ses intérêts. Alors, très rapidement, bien entendu, à partir de 2011, la position de la Turquie paraissait claire, c'est-à-dire que elle est en effet pour l'intervention, elle est à partir de mai, comme je le disais, une intervention de l'OTAN, et bien entendu, elle a soutenu en effet les islamistes en Libye, comme l'a dit le monsieur Haftar tout à l'heure. Depuis 2011, en rappelant en effet qu'elle a été aussi le lieu où beaucoup d'islamistes ont trouvé refuge avant 2011, et que c'est en réalité en 2015 que la position de la Turquie devient clairement engagée dans la politique libyenne. Pourquoi 2015 ? D'abord, c'est suite à l'élection d'Erdogan en 2014, qui lui donnait un pouvoir important dans son pays et donc les moyens d'intervenir, en tout cas, à l'extérieur. Et 2015 aussi parce que c'est en 2015 que le siège des Frères musulmans a été transféré du Qatar à Istanbul. Et donc, à partir de ce moment-là, les Frères musulmans turcs, Erdogan en particulier, va en effet jouer ce rôle en quelque sorte de leadership et de dirigeant en quelque sorte du mouvement des Frères musulmans international. En septembre 2014, il y a eu donc, en juin ou juillet 2014, il y a eu les élections, le deuxième parlement a été élu en Libye, et vous savez que ce parlement a été contesté par les islamistes, d'où par la suite le fait qu'ils ont dû, le nouveau parlement a dû aller à Tobrouk siéger, et qu'à ce moment-là, la contestation islamiste commençait à se développer sérieusement à Tripoli avec Fajr Libya. Et donc, à partir de ce moment-là, Erdogan est engagé, en tout cas politiquement, comme soutien, en quelque sorte, aux islamistes, considérant que le Parlement qui a été élu n'est pas vraiment légitime, que celui qui est légitime, c'est le Parlement qui existait avant, en 2012, le Congrès national général, qu'il estimait comme étant légitime, et qu'il considère qu'à partir de 2015, suite aux accords de Skhirat, qui ont été une catastrophe, au fond, pour la Libye, mais ça c'est une autre affaire. À partir de 2015, à partir donc de la nomination de Sarraj comme Premier ministre, Erdogan considère que c'est le gouvernement légitime parce qu'il est reconnu internationalement, et c'est tout le problème de la question de la légitimité internationale versus légitimité nationale, parce que le problème avec Sarraj, le Premier ministre Sarraj, c'est qu'il a sans doute une légitimité internationale dans la mesure où il est reconnu par les grandes puissances, en tout cas, et disons la communauté internationale au sens large, mais en même temps, il n'a aucune légitimité à l'intérieur de son pays. Ça, on peut tourner ça comme on veut,
on arrive à cette conclusion-là. Sarraj n'a aucune légitimité intérieure et ne peut en aucune manière prétendre parler au nom des Libyens. Si l'on reste dans la logique démocratique, c'est clair. Pour moi, il a une légitimité internationale, mais il n'a pas de légitimité nationale. Et c'est tout le problème est là. Et c'est ce que la communauté internationale ne veut pas regarder. Et c'est le drame et la tragédie, y compris la responsabilité des Nations Unies. Mesdames et messieurs, depuis que les Nations Unies s'occupent de la Libye depuis 2011, nous n'avons pas le temps ici de le montrer, il y a eu une dégradation progressive de la situation en Libye. Et j'affirme que l'intervention de la Turquie en Libye est en partie attribuable aux Nations Unies, en raison des tergiversations et de l'impuissance des Nations Unies. Il y a donc, à partir, je disais, de 2015, il est engagé dans une voie qui est la voie du soutien inconditionnel à Sarraj, mais à mon avis, c'est pas Sarraj qui intéresse la Turquie, ça a été dit, ce sont les islamistes. Ce sont les islamistes, en fait, Sarraj, parce que Sarraj, c'est la figure, certains diraient le paravent qu'on met en avant comme ça, mais en réalité, ce sont les islamistes qui gouvernent, parce que Sarraj n'a aucun pouvoir, encore une fois. Donc, alors, je passe très vite, je ne parlerai pas de l'accord. Je vous accorde encore 5 minutes. 5 minutes. Alors, je ne parlerai pas de l'accord de novembre 2019 concernant les rapports entre la sécuritaire etc. Je pense qu'un collègue en parlera tout à l'heure. Et donc, je passe direct, malheureusement, parce que direct à ces deux questions qui sont posées. Est-ce que l'intervention d'Erdogan en Turquie, comment la traduire, quelle est la perspective qu'on peut lui donner? Est-ce que ça pourrait aller dans un sens de partition à la chypriote, ou est-ce que ça peut aller dans la perspective d'un embrasement à la syrienne? La troisième hypothèse n'est pas à écarter, je l'énoncerai à la fin. Alors, à mon avis, l'hypothèse chypriote n'a pas beaucoup de sens, parce que je ne suis pas spécialiste de la question chypriote, mais il est clair que la donnée ethnique n'existe pas. Donc, Erdogan ne peut pas s'appuyer sur une communauté turque, etc., comme il l'a fait à Chypre, pour essayer d'intervenir et soutenir cette communauté. L'hypothèse chypriote, à mon avis, n'a pas beaucoup de consistance, même si, en effet, il essaye de réactiver ce sentiment pro-ottoman, et très curieusement, les islamistes font l'éloge de la période ottomane, et le bienfait de la période ottomane pour la Libye. Il y a dans certaines parties des milieux de Misrata et de Tripoli des gens avec cette nostalgie ottomane. Alors, est-ce qu'ils pourraient s'appuyer là-dessus? Moi, je ne crois pas. Je pense plutôt une dégradation de la situation à la syrienne, c'est-à-dire que je pense l'hypothèse, c'est que l'évolution va vers quand même une victoire de Haftar, sinon militaire, en tout cas politique. Et il est clair que d'un point de vue diplomatique, il marque des points importants actuellement. Vous savez, moi, j'ai aucun intérêt là-dedans. Ça, j'aurais dû le dire dès le départ. Je suis simplement un chercheur. Je dis ce que je crois être, entre guillemets, la vérité. Donc, il y a une tendance qui va dans ce sens-là. Haftar l'emportera d'une manière ou d'une autre. Mais, il y aura des espaces où les islamistes risquent de nourrir une résistance, et c'est là où l'hypothèse d'une dégradation à la syrienne a sa pertinence. Alors, je conclurai simplement en disant ceci,
Et ceci dans une perspective, en demandant juste une minute encore, dans une perspective historique. Alors ça, je sors un petit peu de ce cadre-là. Vous savez, moi, ce qui m'intéresse, c'est la question de l'État, la formation de l'État. La Libye, c'est un pays sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Je travaille beaucoup depuis très longtemps. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est la question de l'État. Alors, je crois ceci, si vous voulez. C'est pas ce que je crois, c'est ce à quoi j'aboutis comme analyse. Le 19e siècle, enfin, le 18e, 19e siècle, début 20e, c'est en gros le triomphe de la Tripolitaine, c'est-à-dire Tripoli et Masrata, qui ont marqué l'histoire. Alors, bien entendu, il y a eu ensuite la monarchie, mais c'est une parenthèse, la monarchie, quand même. C'est pas énorme, hein, c'est 51-69, c'est pas grand-chose. Donc, première étape, c'est celle-là. C'est le 19e, début 20e, c'est la Tripolitaine qui l'emporte. Le 20e siècle, Kadhafi a tenté une synthèse entre la Tripolitaine et le Sud. Synthèse qui a plus ou moins réussi. Et je crois que la troisième période, c'est la période, qu'on le veuille ou pas, hein, c'est la période où c'est l'Est qui va l'emporter, c'est-à-dire Benghazi. Et c'est probablement elle qui déterminera l'histoire de la Libye pour les prochaines années. C'est une hypothèse, c'est ce à quoi j'aboutis comme analyse à l'état actuel. Voilà ce que je voulais vous dire en regrettant de ne pas avoir... Merci énormément. Merci professeur, c'est une très belle démonstration, merci beaucoup.